Pour trouver des bonbons, il faut suivre la route des champs de betteraves dans le nord. C'est avec cette racine qu'on fait le sucre, l'ingrédient principal du bonbon. Près de Lille, la plus grande usine de bonbons en France, Lutti, a accepté de nous ouvrir ses portes. Chaque jour, 15 millions de sucreries sortent de ces chaînes de fabrication. Parmi elles, le bonbon Harlequin multicolore, la planche de surf bicolore ou encore cette petite bouteille rose et bleue. Celui qui veille au grain, c'est Sébastien Berg, le dirigeant de la société depuis 3 ans. Ça se passe bien? Ouais, ça se passe bien. Bon, en texture, enrobage, ça va bien derrière? Pas mal, enrobage, vous pourrez voir avec la conductrice de ligne juste derrière. D'accord. Bon, mais super, super. Un bon démarrage d'équipe et d'année. Exactement. Mais la grande fierté du patron, la voici. C'est cette petite guimauve enrobée de chocolat, le koala. L'usine en fabrique 1 million chaque jour. Pour s'assurer de la qualité, la méthode est très simple. Super tendre et moelleux, c'est excellent. Cette confiserie, Lutti ne l'a pas inventée. Dans les années 60, il copie tout bonnement un ourson vendu à l'unité par un petit chocolatier de la région. La forme de l'ourson est protégée, alors Lutti en fait un koala. Convaincus de son potentiel, les patrons de l'époque décident de le commercialiser à grande échelle. Et pour cela, ils ont une idée toute bête. On est les premiers à l'avoir mis en sachet pour pouvoir le vendre en grande distribution. Les paquets de koala inondent les supermarchés et les ventes de la marque d'école. Le confiseur crée sa légende. Mais bientôt, un autre industriel va aller encore plus loin et révolutionner le monde de la confiserie. 1967, l'Allemand Haribo débarque en France avec des bonbons encore jamais vus. Ils sont de toutes les couleurs, mais surtout, ils sont en gélatine, une texture élastique toute nouvelle pour les Français. Haribo et ses bonbons rigolos donnent un sacré coup de vieux à son concurrent Lutti. Pour attirer les enfants, les campagnes de pub sont de véritables petites fictions. 2 fraises Haribo et que ça saute. Ma señor, c'est pas possible. Les bonbons Haribo, c'est que pour les enfants. Bonjour, comment ça va? Vous allez bien? Les produits sont beaux? Pour sauver sa marque, Lutti doit contre-attaquer. La riposte va avoir lieu 20 ans plus tard. Haribo a inventé le bonbon gélatineux, Lutti lui va créer le bonbon qui pique. Le premier, c'est cette petite bouteille rose et bleue, le Bubblies. Ah, ça a été une petite révolution pour le monde du bonbon en général, parce qu'aujourd'hui les bonbons dits qui piquent, citriqués, dont Lutti est l'inventeur, sont un des plus gros segments du marché avec la plus forte croissance. Depuis, la marque a décliné sa gamme de bonbons qui piquent. Il représente aujourd'hui plus de la moitié de son chiffre d'affaires. Pour obtenir cet enrobage piquant, ils passent tous à la douche dans ce grand tambour. De l'acide citrique, dérivé du citron, de l'acide malique, dérivé de la pomme. Quant au dernier composant qui donne cet effet si étonnant en bouche, Alors dans l'acide, il y a un dernier petit ingrédient qui donne l'effervescence en plus de l'acidité des bonbons Lutti. Et ça, c'est secret. l'ingrédient mystère, ce serait du bicarbonate de sodium, mais chut, on ne vous a rien dit. Il a déjà bon goût et une certaine acidité, mais il reste encore un peu tendre, d'accord? À ce stade, les bonbons ne sont pas encore prêts à être vendus. Ils ne sont pas assez acides et ils sont trop mous. Comme les bons vins, ils vont reposer en cave. C'est seulement après plusieurs semaines qu'ils arriveront à avoir leur goût final. Depuis la petite révolution des bonbons qui piquent, Lutti innove en permanence. En ce moment, au laboratoire, José l'ingénieur finalise une recette plutôt étonnante, celle d'un bonbon qui provoque une sensation de chaleur en bouche. À l'origine de cet effet chaud, des ingrédients auxquels on ne s'attend pas forcément, des épices. Et intégrer du poivre ou du piment dans un bonbon, ça n'a l'air de rien, pourtant
Ça fait des mois et des mois que José s'échine à trouver la formule magique. Il faut vraiment prendre la molécule qui va donner simplement l'effet chaud. Parce que souvent les épices, comme c'est beaucoup utilisé en cuisine, et ça apporte une note qu'on ne veut pas retrouver, puisque nous on veut que ça soit sucré, fruité, et non qu'il y ait un goût de paprika ou de piment et ainsi de suite, quoi. L'enjeu, c'est de neutraliser le goût pimenté pour ne garder que la chaleur. Et mieux vaut que ça marche, car pour obtenir cette molécule, Sébastien Berg a dû casser sa tirelire. Ça, c'est des produits qui coûtent cher? Ce sont des produits qui coûtent très très cher. Les arômes et les colorants, surtout les arômes et les colorants naturels, ce qui est le cas pour tous nos nouveaux développements et la grosse tendance du marché, coûtent bien plus cher qu'un excellent champagne. Ça coûte plus cher qu'un champagne? Ah oui, au litre, oui, bien sûr. Avec des molécules plus chères qu'un champagne, le challenge est de taille pour Lutti, car ces bonbons doivent rester abordables. Dans les rayons des supermarchés, il y a un prix à ne pas dépasser, 2 € le sachet. Au-delà de ce seuil psychologique, les bonbons se vendent mal. Alors, pour rester dans les clous, les fabricants ont leur petite astuce. On préfère jouer effectivement chez Lutti sur la quantité qu'on va mettre dans le sachet plutôt que sur la qualité de ce qu'on va mettre à l'intérieur du sachet. En clair, mettre moins de bonbons dans le paquet pour rester sous la barre des 2 €. Depuis un an, José revoit sa recette pour que le dosage de l'effet chaud soit parfait. Et après 50 essais, il n'a plus le droit à l'erreur. C'est aujourd'hui le verdict avec le service marketing. Allez, goûtons le chaud. Autour de la table, les palais sont partagés. Capucine, la directrice marketing, a un peu de mal. Bien l'acide en tête. Hein. L'acide, ouais. Bon goût fruité derrière. Ouais. Et après, maintenant, je commence à avoir l'effet chaud qui arrive en fin de dégustation. C'est chaud. C'est trop chaud? Moi, je suis assez sensible à l'effet chaud parce que je mange pas très pimenté dans ma vie de tous les jours. Donc, moi, je le sens bien. José n'est pas tranquille. Mais après une demi-heure de tergiversation, l'effet chaud est finalement validé à l'unanimité par les testeurs. Je pense qu'on est vraiment tout prêt là. Hein. Oui, vraiment là, c'est... Tu veux plus de citron pour vous? Un petit peu plus. Un zeste de citron en plus et c'est enfin gagné pour l'ingénieur. Le nouveau bonbon sera en rayon dans quelques semaines. Des nouveautés comme celle-ci, Lutti en sort 5 chaque année. Innover, se renouveler en permanence pour ne pas lasser le consommateur, c'est ce que font les géants du secteur pour survivre sur le marché. Mais est-ce la seule recette du succès? Pas toujours. Flavigny-sur-Ozerain, un petit village en plein cœur de la Bourgogne. C'est ici qu'est produit l'un des plus vieux bonbons de France. Depuis 500 ans, il est fabriqué au même endroit, dans cette abbaye. Les moines ont déserté les lieux depuis belle lurette. Seuls les vestiges de cette crypte témoignent de leur présence au XVIe siècle. La patronne maintenant, c'est Catherine Troubat. 3 générations que sa famille dirige cet atelier. L'anis de Flavigny, une petite bille blanche faite d'une simple graine d'anis, de sucre, un peu d'eau et d'arôme. Dans ces cuves, les graines sont régulièrement aspergées de sirop de sucre pour obtenir le fameux petit bonbon. Les petites boules, elles se tournent toutes seules comme des boules de neige qui grandissent et qui grandissent. Le secret de la recette, c'est la patience. Les graines d'anis tournent pendant 15 jours avant d'arriver à leur taille finale. Un jour, on a cherché à voir si on pouvait raccourcir le temps de fabrication. Mais après, nos amis ont des frisettes, le bonbon il est pas lisse, il craque tout de suite dans la bouche, ils font trop vite. Non, on est en Bourgogne, donc les anis de Flavigny c'est comme le vin, il faut lui laisser le temps de devenir adulte et bon. Et au bout de 2 semaines, le voilà ce petit œuf blanc d'à peine 1 gramme. Face à la concurrence, Catherine a dû diversifier son offre. Dans la boutique de l'usine à côté de la saveur anis, on trouve désormais 11 autres parfums.
Rose, réglisse, menthe ou encore cassis. Pour les clients, le choix est presque cornélien. En fait, le problème, c'est qu'est-ce qu'on prend pas. Parce que j'ai un peu envie de tout prendre. Donc en fait, on prend... Enfin, en fait, on s'est dit qu'on allait prendre les classiques. Et puis après, ça, c'est pour offrir à des amis. Et précisément, aujourd'hui, on a fait 1 heure de route pour venir manger des amis. Et le petit plus pour les clients, c'est le côté rétro de la boîte. Citron, ça c'est pour offrir. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est aussi le design, le packaging. Je trouve ça très joli. Un berger et une bergère figés dans le temps. L'authenticité de la boîte plaît aux touristes. Mais les clients ignorent que ce design un peu désuet est savamment étudié. Catherine travaille sans cesse son packaging et son histoire du berger et de la bergère. La symbolique, en fait, c'est un monsieur qui propose une petite graine à une dame. Et si c'est oui, il fabrique des petits-enfants, quoi. Donc, voilà. C'est les bonbons de l'amour. C'est les bonbons de l'amour, voilà. Ce romantisme à la française fait vendre, surtout à l'étranger. Catherine réalise 35% de ses ventes à l'international. À la demande des Chinois, elle a même fait évoluer les dessins. Ce sont en fait nos importateurs chinois qui nous ont demandé que pour tout parfum, on puisse expliquer un peu sa vertu. Donc moi, je leur expliquais que la seule chose que portait notre petite boîte d'anis, c'était une histoire d'amour. Et ils m'ont dit, bah, allez-y. Et du coup, je me suis amusée à raconter cette histoire. Grâce à l'idée des Chinois, Catherine développe une véritable épopée autour de ses boîtes. Chaque arôme devient une étape de l'histoire d'amour du berger et de la bergère. Une vraie poète, cette Catherine. Elle a réussi à créer un conte de fées autour d'un gramme de sucre. Pour se faire connaître, elle a dû quitter son abbaye et s'implanter là où personne ne l'attendait. Bien loin des supermarchés, dans les jardineries. Avec leur goût champêtre et naturel, les bonbons ont trouvé leur place. 15% des ventes sont réalisées dans ces magasins. Voilà. Je vous laisse avec Monsieur Jacquet. Ce jour-là, avec ses collègues, Catherine vient présenter sa dernière création au responsable des achats de l'enseigne, la Violette. Je dis rien, puis après je vous expliquerai. Et Florian est un peu dubitatif. On a vraiment le parfum de Violette. Hein. Alors moi, c'est pas mon parfum préféré, mais je pense qu'en tout cas, le goût de Violette ressort, donc c'est le but. Et je pense que le consommateur qui aime le parfum de Violette, il se retrouvera dedans. Ouais, Vous voulez référencer? Oui, oui, oui. Pari gagné pour Catherine. Non, c'est bien. Même si la Violette n'est pas vraiment au goût de Florian, il sait qu'il ne prend aucun risque. On monte quand même, voilà. Continue à monter. C'est ça. Ouais. Ici, les anis de Flavigny se vendent très bien. Donc c'est top. Ouais, c'est bien. Le plus gros des ventes, il se fait sur la boîte ovale, le classique de chez Flavigny. Et c'est une référence qui progresse à plus 5%. Donc ce qui est quand même une bonne progression. Les jardineries, il fallait y penser. Catherine savait qu'en supermarché, ces bonbons n'avaient aucune chance, alors qu'avec les clients qui viennent ici... Les gens qui vont dans les magasins comme Botanique ou les autres jardineries, ils aiment des produits d'artisans, ils aiment travailler avec leurs propres mains, ils aiment ce qui est la nature. Ils aiment ce qui est fabriqué proche de chez eux. Donc, c'est les mêmes personnes. Si les anis de Flavigny continuent de trouver leur public après 500 ans d'existence, c'est grâce à leur simplicité, bien loin des bonbons fabriqués par les industriels. Les bonbons, quels qu'ils soient, sont un peu notre péché mignon, même si on a toujours entendu qu'il ne fallait pas en abuser à cause du sucre qu'ils contiennent. Mais depuis quelque temps, des additifs alimentaires présents dans certaines marques inquiètent plus sérieusement les associations de consommateurs. Parmi eux, le dioxyde de titane. Vous l'avez déjà croisé à l'arrière des emballages sous le nom de E171. C'est un colorant qui donne aux bonbons une couleur blanche et les rend brillants. Magali Ringot n'est pas une cliente comme les autres. Elle travaille pour l'association Agir pour l'environnement. Ce colorant, elle a décidé de le traquer dans les rayons des supermarchés.
E171, voilà. Donc là, E171. Alors, faut avoir des bons yeux, hein. E171, c'est écrit en tout petit. Voilà, dioxyde de titane. Voilà notre colorant. À l'origine, le dioxyde de titane est utilisé pour blanchir les peintures, les plastiques ou encore les ciments. Sous une forme inhalée et à forte dose, des scientifiques le considèrent potentiellement cancérigène. Les industriels l'ont aussi développé sous une forme comestible dans l'alimentation. Ils s'en servent un peu partout, dans les plats cuisinés, les gâteaux, mais là où on en trouve le plus, c'est surtout dans les bonbons. Magali a recensé 200 produits contenant le E171. Alors, on a beaucoup, hein, vous me faites travailler là. Après, il y en a peut-être d'autres, hein, mais c'est essentiellement des produits de confiserie et des produits destinés aux enfants. Des bonbons, des choux. M&M's, Skittles, Malabar, Frident ou Tête brûlée, ils en ont tous. Mais ce qui est le plus inquiétant, c'est la taille de ce dioxyde de titane présent dans les confiseries. Il serait infiniment petit, à l'état de nanoparticules. Une nanoparticule, c'est 1 million de fois plus petit qu'un grain de sable. Et c'est cela qui inquiète Magali. Quand il est présent sous forme de nanoparticules, on a encore plus d'inquiétude puisque le dioxyde de titane peut plus facilement pénétrer dans le corps humain. Il peut traverser les barrières physiologiques comme les intestins ou la barrière du placenta. Et on peut retrouver le dioxyde de titane dans le corps et il peut s'y accumuler. C'est justement parce que ce dioxyde de titane est à l'échelle de l'infiniment petit qu'il pourrait s'avérer dangereux. En s'infiltrant dans notre corps, il s'accumule dans nos organes et ne peut plus s'évacuer. Les industriels, eux, ont toujours nié utiliser le E171 sous forme de nanoparticules. Alors, pour en avoir le cœur net, Magali a fait analyser 3 bonbons au hasard. Les résultats sont sans appel. Il y a bien des nanoparticules de dioxyde de titane dans tous ces produits. On ne peut plus dire on ne savait pas. Ou ce n'est pas possible de tester, c'est pas possible de les détecter les nanos. On a apporté la preuve qu'aujourd'hui, il est possible de détecter les nanoparticules dans l'alimentation. Depuis les résultats de l'étude, Magali se bat avec ses petits moyens pour faire réagir les pouvoirs publics. Ce matin-là, elle tente une opération coup de poing devant le ministère de l'économie. Elle n'est pas venue les mains vides. Dans son caddie, les 200 produits qui contiennent du dioxyde de titane. On va remettre les 200 produits pour qu'ils fassent leur boulot. Protéger les Français, protéger les enfants, protéger l'environnement des substances dangereuses. Ces quelques banderoles seront-elles suffisantes pour se faire entendre? Pour que l'État oblige les industriels à supprimer le E171 des bonbons au nom du principe de précaution? Il y en a marre d'être des cobayes. Et puis nous, on ne veut pas de nanoparticules dans l'assiette. Ça n'a rien à faire dans l'alimentation. Après 1h30 dans le froid, Magali et les autres militants plient bagages. Au ministère de l'économie, personne n'est venu les rencontrer. Au plus haut sommet de l'État, le sujet n'intéresse pas. Alors, Magali va taper plus haut, à Bruxelles, là où siège la Commission européenne. Ce jour-là, une conférence sur les nanoparticules est organisée dans cet hôtel par une association de défense de l'environnement. Il n'y a pas foule, une 50aine de personnes à peine. Aucun média, ni aucun responsable politique connu n'a fait le déplacement. Magali est un peu déçue. C'est un sujet qui est bloqué, un sujet qui progresse peu et ça s'explique, c'est parce que les lobbies sont à l'œuvre. Et Magali ne croit pas si bien dire. La femme à la veste rouge travaille pour BASF, le plus grand groupe de chimie au monde. Quant à cet homme, c'est le porte-parole du ENIA, un lobby européen qui défend les nanotechnologies. Après l'ambiance petit four, le débat entre les pour et les anti-nano peut commencer. Pour en parler, un représentant de la Commission européenne, une militante associative, un lobbyiste, et il y a Nicolas Ashford, un scientifique américain qui ne mâche pas ses mots. Il y a une chose que je ne comprends pas.
Sachant que les nanoparticules pénètrent dans le sang, pourquoi ne sont-elles pas immédiatement considérées comme des produits très inquiétants? C'est aussi simple que ça. Il estime que la Commission européenne devrait interdire les nanoparticules et faire valoir le principe de précaution. Il va s'en prendre directement aux représentants de la Commission. Laisseriez-vous votre propre fille être exposée à des grandes bouffées de nanoparticules ou ingérer des nanoparticules? Si la réponse est non, alors vous n'avez pas le droit d'exposer les enfants des autres. Cette dernière intervention laisse un froid. Le responsable de la Commission européenne préfère botter en touche. Mais à la fin de la conférence, il va se laisser aller à une petite confidence à l'oreille du scientifique américain. Vous avez vu, je ne vous ai pas posé directement la question sur votre fille. Pour les nanoparticules, ma réponse aurait été évidemment non. Sa réponse sonne comme un aveu. Même ce fonctionnaire européen semble craindre les effets des nanoparticules sur le corps humain. Alors, pourquoi les industriels s'obstinent-ils à mettre du dioxyde de titane dans les bonbons? Retour chez Lutti. Il y a un an, la marque a retiré le E171 et sur certains bonbons, ça se voit. Vous avez ici le bonbon qui était fabriqué il y a un peu plus d'un an, où on voit une bande blanche très fine mais très marquée, très opaque, qui était réalisée en mettant du dioxyde de titane. À gauche de l'image, le même bonbon sans dioxyde de titane, les bandes blanches ont pratiquement disparu. Donc le bonbon est peut-être un petit peu moins joli qu'avant, mais on estime que ça le vaut pour éviter tout doute sur le consommateur quant à la consommation du bonbon. Lutti a été le premier en France à retirer le dioxyde de titane. Une décision confortée depuis janvier dernier par les résultats d'une première étude scientifique. L'INRA a prouvé en le testant sur des rats qu'ingérer à très forte dose du E171 sous forme de nanoparticules favoriserait le développement de cellules cancéreuses chez cet animal. Le confiseur français Verquin, qui fabrique les célèbres têtes brûlées, a décidé lui aussi de bannir cet additif de ses bonbons. Quant au groupe américain Mars, à qui appartient les M&M's et les Skittles, il s'est engagé à retirer le dioxyde de titane d'ici à 5 ans. Bref, aujourd'hui, il vaut mieux relire à 2 fois les étiquettes pour s'assurer que les bonbons que nous mangeons sont vraiment bons.